On va parler ce matin de la normalisation architecturale, des normes architecturales, du standard, en tous ces synonymes, parce que peut-être qu'on l'interroge pas beaucoup en tout cas. Et comme le synopsis va peut-être nous éclaircir sur de quoi on parle, je vais plutôt me permettre de le lire. Si l'architecture a su ouvrir son regard sur l'objet architectural, la question des publics auxquels s'adressent les architectes est peu commentée. Tout se passe comme si l'usager, éternel lambda, avait toujours les mêmes besoins, les mêmes corps, les mêmes façons de pratiquer l'espace. Cette table ronde interroge la normalisation de l'architecture. Elle nous invite, surtout grâce à nos intervenantes et intervenants, à réfléchir autrement et à ouvrir le regard sur l'espace qu'on dessine. Bon, je vais maintenant passer la parole à nos intervenantes et je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter en quelques mots et ensuite on va lancer les débats. Alors, je me tourne d'abord vers Myriam Chabani, cofondatrice de l'agence New South. Est-ce que tu peux nous dire quelques phrases sur quel est le positionnement de ta pratique? Bonjour à toutes et tous. En effet, merci d'être là un vendredi matin. Alors, la manière dont on se positionne, c'est simple, de manière assez similaire au titre de cette table ronde. Donc, on aime beaucoup citer Bell Hooks et notamment cette volonté de venir mettre les marges ou la marge au centre. Donc, notre société New South a démarré comme plateforme de recherche. C'est devenu une agence d'architecture un peu par la force des choses. Mais cette transition, ce mouvement de la recherche au projet, s'est faite avec un angle d'attaque et une volonté, disons une ligne rouge à ne pas dépasser, qui est de maintenir, de revenir un peu comme un mantra à cette phrase et de voir de quelle manière est-ce qu'une entreprise, est-ce que de la maîtrise d'œuvre peut refléter ce type d'engagement. Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Est-ce qu'on est en mesure de le faire de manière durable et rentable? Et ça, on va en parler. Super, merci. Je complète peut-être ton introduction en disant que l'autre associé, c'est John Edom. Et ensemble, vous avez une pratique architecturale, urbanistique, mais également anthropologique. Et on va revenir dessus tout à l'heure. Je passe la parole maintenant à Johnny Lea, un des associés de l'agence Trom Nouvelle. Johnny. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Johnny Lea. Donc, je suis l'un des 3 associés du bureau Trom Nouvelle à Bruxelles. Donc, normalement, j'ai des phrases toutes faites. Donc, ça fait 10 ans qu'on a le bureau pour le présenter. Mais parce que ça fait 10 ans, ces phrases toutes faites, elles commencent un petit peu à parfois sonner un peu creux. Ce que je peux dire, c'est que Trom Nouvelle, donc au début et encore maintenant, on l'a positionné comme étant, plutôt que le terme collectif ou bureau, on a préféré celui de faction militante. C'était la beauté de la jeunesse. Et donc 10 ans plus tard, cette faction militante, elle opère à travers différents programmes, différents contextes, différentes situations, en se posant la question de comment l'architecture peut devenir un outil critique pour cette question toute simple de comment est-ce qu'on fait société. Super, merci. Et peut-être je complète également en disant ce que j'aime quand je t'écoute parler et quand je lis également ce que vous produisez comme texte, c'est cette assise de votre agence dans la pensée critique, de toujours militer, promouvoir, valoriser et encourager la pensée critique. Et on va en discuter aussi tout à l'heure. Ensuite, on a Marlis Arfera de Maxi, qui est à l'origine de la thématique de cette table ronde. Exactement. Merci. Moi, en fait, bonjour tout le monde, l'idée de cette table ronde, elle arrive d'abord par un questionnement personnel qui est très simple. Est-ce que nous, les architectes, dans notre existence sociale, on est à même et on est pertinent pour parler à tout le monde dans la société? La vérité, c'est que c'est pas vraiment vrai
ne serait-ce que quand on étudie en tant qu'architecture, on est dans un métier qui est très bourgeois, qui peut être très facile dans un entre-soi, et quelle est notre pertinence? Moi, quand j'ai lancé ma pratique, j'ai eu surtout cet ancrage francilien, parce que c'est un territoire que je connais et qui a des sujets qui m'intéressent à la fois dans sa diversité sociale et dans sa diversité territoriale. Et en fait, assez rapidement, ce sont les personnes qui sont venues me voir, les particuliers, qui avaient des sujets particuliers, en fait, qui m'ont soumis par leur background culturel, qui avaient envie de pratiquer un espace un peu différent. Donc, par exemple, questionner la question de la famille nucléaire telle que nous on l'envisage en France, qui n'est pas en fait un modèle universel, ou des questions de genre dans l'espace en tant que femme pratique de son espace domestique, de son espace de travail. Et donc, c'est à travers les projets que je me suis dit, en fait, est-ce que c'est un architecte qui doit poser cette question, comment ces questions elles doivent interroger la fabrique de l'espace, et qu'est-ce que le standard humain, parce qu'en fait je ne travaille pas pour des gens qui correspondent au modulor du Corbusier. Voilà. Très bien, merci. Et quand on était en train de discuter ou de réfléchir à comment s'orienter, comment rédiger un parti pris pour cette table ronde, t'évoquais à maintes reprises cette idée de technique inclusive, et ça fait aussi partie de ta pratique, et j'aimerais qu'on tout à l'heure on en discute un peu. Alors, dernier mot, Ariel André de Golem. Bonjour. Allô. C'est allumé? Allô, voilà, là ça marche. Bonjour, donc Ariel, architecte designer pour l'agence Golem, fondée à Paris il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Avec Golem, on essaie de s'attaquer toujours au projet au niveau des usages et des usagers, qu'ils soient humains ou que ce soit des objets ou des machines. Et quand on parle des usages, on essaie toujours d'y réfléchir d'une manière soit décalée, en questionnant l'usage lui-même, ou sinon à chaque fois d'essayer de l'actualiser en fonction du projet, du temps dans lequel il se trouve, que ce soit pour le client, pour les gens qui le concernent, les usagers de manière générale. Et on s'attaque au monde construit, on essaie de s'attaquer au monde construit de manière la plus horizontale possible. Donc ça va de l'architecture à proprement parler construite, aux objets comme des chaises et des bijoux, et aussi à l'architecture des réalités imaginaires, comme par exemple dans le monde du digital également. Très bien, merci. Et oui, enfin, tu viens de le dire, mais je suis aussi très curieux, et on va en parler tout à l'heure. Quelle est ton observation, ta façon de pratiquer, d'interagir, de collaborer avec justement des designers, des artistes qui peut-être réfléchissent à d'autres formes, d'autres standards. On va en débattre tout à l'heure. Alors, il y a une phrase que j'ai pas lue tout à l'heure, que je vais lire maintenant, qui pourra éventuellement nous aider à nous situer. Alors, si la fabrication d'un espace n'est pas un exercice neutre, est-ce qu'il existe des méthodes pour établir des standards plus inclusifs? Et je me tourne vers vous quatre, pour peut-être nous donner quelques raisons pourquoi ça nous importe, pourquoi est-il important de justement interroger le standard. Marlise, est-ce que tu peux peut-être lancer des propositions? Alors moi j'ai pas de processus tout fait pour être parfaitement inclusif dans l'espace. En fait le sujet c'est toujours de savoir qui est l'utilisateur, l'utilisatrice finale de l'espace et qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est vrai que quand on recueille le besoin de particuliers, ou quand on a un programme par exemple je sais pas de logement, genre logement social, on se pose pas trop la question. On est obligé d'aller dans des standards pour des logiques économiques, mais dans le dialogue, il y a toujours une communication verbale et une communication non verbale sur ce qu'est un espace, comment on l'habite, etc. Et moi, la question des questions, par exemple, qu'on se pose pas en architecture, on parle beaucoup de mètres carrés, on a des standards donnés sur des espaces. Voilà, une unité de passage, c'est ça. On définit jamais, pas souvent, les espaces, par exemple, entre ce qui est de l'espace, par exemple, la dichotomie entre un espace qui va être un espace domestique, de travail domestique, ou un espace, par exemple, qui va être productif. Et par exemple,
pendant la pandémie de Covid, on s'est rendu compte qu'on a réintégré un espace de travail qui était un espace productif extérieur dans un espace domestique, mais cet espace, parfois, on veut toujours le cacher. On veut toujours faire cette distinction entre espace domestique d'un travail un peu caché, un peu privé, et l'espace de travail où on produit, où en gros, faut pas qu'on puisse dans la visio voir la personne qui fait la vaisselle derrière, quoi. Et donc en fait, c'est vraiment un dialogue très continu avec les personnes qui habitent l'espace. J'ai pas de méthodologie toute faite, mais je pense que passer du temps, beaucoup de temps avec la personne et la voir comment elle utilise son espace, c'est vraiment hyper important, plutôt que de recueillir un tableau de besoins comme ça. Enfin, voilà. Déjà tout fait. Je pense que vous avez plus d'expérience, donc peut-être vous avez des méthodes un peu plus claires, mais c'est vrai que aller au plus proche de comment une personne vit, c'est vraiment le cœur de ce métier. Je pense que tout le monde le fait. Qu'on arrive toujours à le verbaliser, le contexte, enfin l'écrire. En fait, c'est cette manière de pratiquer et ça correspond à quelque chose de plus large qu'on doit oser élargir. Je pense que c'est ça le sujet. Je ne sais pas si j'ai été claire. Merci. Ariel, tu veux compléter? Ouais, bien sûr. Alors nous, déjà, une de nos stratégie ou tactique principale, même si en vrai ça vient de la nature par laquelle on réfléchit, c'est d'essayer de pas traiter les usagers, les personnes, si c'est des usagers humains, comme des catégories et des tranches de capacités différentes. L'idée, c'est de vraiment essayer toujours de traiter les gens dans un spectre des capacités humaines. Si par exemple on parle d'accessibilité, on essaie de sortir et on se targue à sortir de l'accessibilisation des lieux, par exemple. Et donc, si on traite l'accessibilité comme un spectre des capacités, on voit que c'est pas juste, il y a des personnes qui sont atteintes de certains handicaps et d'autres qui le sont pas. Il y a des jeunes, des vieux, des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, des gens qui peuvent se déplacer facilement moins, donc par exemple à travers l'âge, des gens qui portent des lunettes, ou aussi en fonction d'où on se trouve. Il peut y avoir des gens qui sont illettrés parce qu'ils savent pas lire, soit parce qu'ils sont enfants, soit parce qu'ils sont illettrés parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation, ou nous on est illettrés si on se retrouve dans un autre pays qui utilise une langue ou même un alphabet différent. Et tout ça, on essaie de l'intégrer dans nos projets le plus possible, et surtout de manière que ça bénéficie à toutes et tous. Un exemple qui est le plus simple à expliquer comme ça, sans images, je sais pas s'il y avait des images, mais c'est un travail qu'on essaie de faire avec le traitement de sol. Par exemple, quand on pense à accessibilité, une des choses qui vient qui vient à la tête le principalement, c'est la rampe d'accessibilité, qui est une grosse pièce d'infrastructure qu'on vient ajouter sur un lieu, qui prend de la place et qui, on peut même pas forcément dire qu'elle profite aux personnes qui s'en servent, mais elle est là comme une béquille, comme une chose nécessaire et peu agréable, et on est souvent victime de la place qu'elle prend. Et donc l'idée, c'est d'aller un peu au-delà des normes qui cependant nous servent, par exemple celle de 4% pour faire une pente. Donc on va travailler le sol d'une manière courbe et bombée. Il y aura toujours une ligne à 4% qui passe dans une partie du projet, mais le reste, par exemple des marches ou des niveaux supérieurs, sont prises par ces gonflements. Et grâce à cette manière d'aborder le projet, on travaille la surface avec l'accessibilité au cœur du concept même, et d'une manière qui profite à tous et toutes. Des lieux où pour s'asseoir, grandir, passer. Plusieurs fois, ce que tu évoques, j'ai l'impression, c'est remettre la marge au centre. C'est un peu ça. Exactement, en fait. C'est au lieu de faire quelque chose et après de l'adapter, quand je parle de stratégie du décalage ou de retournement, c'est au lieu de faire un escalier et de rajouter une rampe à côté, c'est plutôt de commencer à voir comment de par ce dont on va être victime, dont on sait qu'on va être victime à l'issue du travail de design, comment on peut s'en servir dès le début et d'une manière qui profite à tous et toutes. Et ça permet encore une fois d'avoir des projets qui sont un petit peu au-delà des conventions et potentiellement créer des prototypes avec l'ambition qu'ils deviennent des types plus tard. Très bien. Et si cet exercice, cette fabrication de l'espace n'est surtout pas neutre,
elle n'est pas en train de rouler librement, elle est dépendante de celles et ceux qui commandent, qui confectionnent, qui mettent en place des dispositifs pour ensuite faire naître des projets qui prennent de l'ampleur et qui prennent également leur propre ADN, qui sont liés à un système, et un système qui est tout fait, qui devient plus grand et plus fort et plus même écrasant parfois que les simples archis qu'on est, qui travaillent sur le projet et qui sont demandés de justement traduire tout ça pour que quelqu'un à la fin, l'usager, je présume, puisse en bénéficier. Et tout ça, ça éventuellement nous échappe, les archis qui sont pas forcément formés à ça à l'école. Et lorsqu'on débattait, quand on débattait en préparation de la table ronde, Johnny, je me souviens très bien, tu as posé les questions qui, d'après moi, n'avaient pas été encore posées. C'est ok, c'est très bien de parler de quoi on parle, mais peut-être on peut aussi faire machine arrière et on parle de pour qui on travaille. Et je te pose cette question. Trom Nouvelle, vous travaillez pour qui? Merci. J'avais soulevé cette question comme étant la question au centre et en même temps la question difficile ou la question peut-être à laquelle j'ai moins envie de répondre, mais qui est centrale. Sur la question de la norme, très rapidement, en fait, la question du standard, il faut se poser la question de qui fait les standards. Donc en architecture, on a le Neufert, qui est l'espèce de Bible des architectes, qui a été écrite sous le Troisième Reich. Et donc tous les dispositifs qui sont mis en place, ces normes qui précèdent, donc c'est pas tant ce qu'elles montrent, mais plutôt qui les fait et quel est l'agenda derrière. Et je pense qu'un travail important en tant qu'architecte, c'est commencer à re-questionner les normes au niveau des normes et se poser la question de comment, dans les processus d'écriture de ces standards, il y a d'autres personnes qui sont présentes. Alors, sur le pour qui on travaille. Donc Trom Nouvelle est pas... je pense qu'on a une approche qui est plus proche de le monde est pas tout rose. Et on doit voir et comprendre comment travailler avec ce Neufert, comment travailler dans ce contexte-là pour pouvoir le détourner et commencer à le déconstruire. Donc on travaille pour ce qu'on appelle des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, mais qui ont toutes l'ambition d'adresser cette question du comment est-ce qu'on fait société. Ce qui est assez beau aujourd'hui, c'est que ce monde d'avant, qu'on pleure sans raison, s'effondre. Et donc ce qui laisse de plus en plus de ces pouvoirs-là un peu désarmés. Et ça ouvre beaucoup de failles pour venir re-questionner qu'est-ce que c'est qu'un espace de travail, qu'est-ce que c'est qu'un logement, parce que maintenant on ne sait plus trop. Donc on travaille pour ces gens-là. Très bien, c'est super. Tu as dit un mot qui rime avec la question suivante que j'ai pour Myriam de New South. C'est ce déplacement, ce décalage, cette recentralisation et surtout cette recherche, cette idée de rechercher, de creuser sur le sujet qui arrive sur le bureau de l'architecte, souvent sous forme de programmes, de cahiers des charges, des termes très technocrates, très ancrés dans le marbre, que personne n'ose toucher justement parce que ça fait peur et on a peur de perdre la commande, notamment face à un contexte pas forcément évident pour les architectes. Pourtant, j'ai l'impression que vous sur scène, vous ayez du courage et aussi vous êtes au taquet justement pour ne pas se laisser faire et vous questionner ce qu'on vous envoie. Et notamment en ayant travaillé avec New South et Myriam, j'ai pu observer qu'il y a énormément d'études et d'énergie donnée dans ce recueil, dans ce travail anthropologique. Et j'aimerais que toi tu développes pourquoi cela vous importe chez New South, cette étude anthropologique. En fait, pour répondre à cette question, je vais répondre à celle que tu as posée à Johnny, parce qu'en réalité, elle se recoupe. Les outils qu'on mobilise
ce sont les outils dont on a besoin pour travailler pour les clients qu'on s'est choisis, et les clients, ou plutôt la cliente qu'on s'est choisie. En fait, moi, je travaille pour moi avant tout, et je pense que c'est très important d'assumer sa positionnalité. C'est pas une coïncidence si aujourd'hui, autour de cette table, on est chacun et chacune minorisé à certains titres de manière plus ou moins visible. C'est pas une coïncidence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les questionnements qu'on se pose sur le fait de venir repositionner justement ce qui va être évacué comme périphérique, ce qui va être considéré comme secondaire et ce qui va être considéré comme en dehors de la norme, les personnes qui sont concernées en premier lieu par ce mouvement-là, par cette violence, ce sont les personnes qui le subissent. Ce sont les personnes qui le subissent dans leur chair. Aujourd'hui, on existe au sein d'une discipline qui, heureusement, se diversifie progressivement, qui se féminise. On fait face encore à énormément de problèmes de représentativité, notamment en tant que femme architecte. Alors la question de la diversité raciale et de la diversité aussi sociale sur l'accès à cette profession et être en mesure de l'exercer aussi à son compte, de monter une entreprise, de pouvoir porter ses projets, elle est fondamentale. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la survie et qui relève du besoin de créer les conditions qui garantissent notre survie professionnelle, mais aussi alors désolé, je fais beaucoup de franglais en ce moment, mais tu vois cette notion de thriving, de grandir, de s'épanouir en fait dans cette discipline, sans être sans cesse ghettoisé ou accessoirisé. Aujourd'hui, on se retrouve aussi assez souvent quand même à être sollicité par d'autres agences plus ou moins établies pour jouer ce rôle qui va être celui de l'agence inclusive, l'agence qui porte ces questions, l'agence femme racisée. Voilà. D'être casé. Exactement. Donc on a bien conscience en fait qu'on coche cette case. Donc pourquoi pas ? Je dirais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on reçoit de plus en plus de cahiers des charges, notamment sur la question de l'aménagement urbain ou une expertise sur la question de notamment l'intégration des femmes dans l'espace public commence à se poser. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que c'est aussi le résultat de luttes féministes qui ont agité la profession, mais pas que, la société pendant des années. Donc on commence à voir ça apparaître dans les cahiers des charges. Le souci, c'est que tout ça, il faut aussi avoir conscience qu'on existe dans des systèmes politiques et avec des objectifs politiques qui peuvent plus ou moins servir ces objectifs affichés dans ces cahiers des charges. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est que aujourd'hui, donc, on travaille par exemple à Bruxelles sur l'aménagement d'un espace public où on a été sélectionné notamment pour notre travail sur la question de l'inclusion de tous les corps, des corps vulnérables, femmes, personnes âgées et enfants. Sauf que le constat qui était présent dans le cahier des charges, c'est il n'y a pas de femmes dans cet espace public, il n'y a que des hommes, et très concrètement, ce sont de jeunes hommes racisés, indésirables dans cet espace public. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à intégrer, à diversifier les publics qui sont visibles. Donc on les a crus, on a répondu à cet appel d'offres, on l'a remporté, et après on a commencé à faire ce travail de diagnostic, et on se rend compte de quoi ? C'est que, alors pas du tout, il y a énormément de femmes qui sont dans cet espace public, peut-être que ce ne sont pas les femmes qu'on avait envie de voir. Donc il y a aussi la question ce sont des femmes qui, là encore, il y a la question de la désirabilité en fait de ces corps, qui a le droit à un statut d'enfant, qui a le droit à un statut de femme dans l'espace public, et quelle est notre responsabilité à nous d'aller au-delà de ces buzzwords, de ces effets un peu à la mode, pour véritablement porter un projet d'inclusion qui est radical et qui est assumé. Et en fait, pour le faire, des fois, il faut le faire à visage découvert, mais on le fait aussi de manière beaucoup plus discrète, c'est-à-dire que là, on ne va pas rentrer dans une confrontation avec notre maîtrise d'ouvrage, on y va progressivement, et en fait, on fait à la fois de la pédagogie, d'où ce travail d'anthropologie qui nous sert à essayer de comprendre à la fois des dynamiques visibles et invisibles, qui relèvent en fait de cette infrastructure sociale et humaine qui existe sur les sites. Mais il est absolument essentiel, et je trouve que c'est vraiment important qu'on garde ça en tête, c'est que c'est pas à moi de porter ce combat. En réalité, je le fais par
par contrainte et non pas par choix. Si je pouvais juste me poser des questions qui relèvent de faire de belles choses ou de faire des choses. Voilà. Spatialité. Exactement. Je le ferai avec plaisir parce que c'est aussi une charge, c'est du temps qui n'est pas forcément rémunéré. C'est aussi une responsabilité partagée de comprendre que là encore, c'est pas le temps d'une table ronde, c'est pas quelques-uns qui font ça dans nos pratiques individuelles. Mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans l'ensemble des pratiques et arrêter de faire porter cette charge-là toujours même. C'est pas le burden qu'on choisit. Oui. Mais en vrai et en réalité, et je pense que si, en vous écoutant, j'ai aussi l'impression que mine de rien, il y a un optimisme, il y a une énergie, une belle énergie. Il y a également de la solidarité parce qu'on veut pas forcément se sentir seul. On veut être entouré des gens qu'on apprécie, avec qui on adore travailler. Et finalement, est-ce que ça se traduit, ça se transforme aussi en opportunité architecturale, en opportunité où on peut créer un marché pour soi, on travaille pour soi. Là, tu as très bien résumé, Myriam, tu travailles pour toi, tu travailles pour l'agence, etc., pour ton agence. Et c'est sur cette mot d'opportunité, quelles sont finalement les opportunités qui vous intéressent, qui s'ouvrent à vous, alors que les contextes ne sont pas du tout faciles. Ça, c'est une question qui est un peu tournée vers la commande, parce que justement, ce festival, il est surtout en rapport avec la commande pour jeunes agences. Et voilà, j'aimerais savoir s'il y a une commande qui s'ouvre à vous en termes d'opportunités. Oui, Ariane. Je pense qu'en fait, tout sujet est l'opportunité d'une réflexion que ce soit celle qu'on partage. L'idée, encore une fois, comme je dis, nous on fait d'un bijou, d'une chaise à un logement social. L'idée à chaque fois, c'est quelle que soit l'opportunité, d'essayer de voir dans quelle fissure on peut s'insérer. Johnny parlait de questionner la question. Tu disais que tu t'allais amener certains sujets d'une manière douce. Presque sous-jacente dans le projet. Nous, à chaque fois, c'est de voir à quels endroits on peut attaquer ou retourner un peu le programme. Ou la question, parce qu'il y a forcément, par exemple, on a fait pas mal de galeries d'art. Golem s'est bagarré contre le White Cube pendant longtemps et on a à chaque fois perdu. Donc l'ensemble de nos projets de galerie d'art, c'est vraiment le résultat d'une bagarre entre Golem et White Cube et on a perdu, mais à chaque fois on lui a quand même un petit peu pété on lui a mis un petit trou par-ci par-là, on l'a retourné, Donc, par exemple, ce qui est plus simple, c'est la galerie qu'on a fait à Paris dans le Marais. Là, on a retourné le paradigme classique d'une galerie d'art. Une galerie d'art, d'habitude, c'est un white cube solennel qui, parfois, on a même peur de rentrer, qui écrase un petit peu le visiteur. Et l'idée, c'est que tout ce qui est mis dedans est artifié, quoi. Qui est excluant. Voilà, qui est excluant. Donc, on peut parler de murs de verre, pas de plafond de verre, de murs de verre entre l'espace public et la galerie d'art. Donc c'est le principe même, c'est Brian O'Doherty qui a théorisé le White Cube, qui parle d'un endroit solennel calqué sur une église où la lumière est zénitale, où les bruits de pas résonnent sur le sol, il n'y a pas d'acoustique. Et après, si on a un client potentiel invité dans le bureau du directeur, où on a un petit café, où il y a un tapis qui va faire un peu d'acoustique et rendre le sol moelleux. Et si on est un VIC, un Very Important Client, potentiellement, on est invité dans le storage où on est amené à voir ce que personne d'autre ne peut voir. Donc ici, ce qu'on a identifié, l'opportunité, c'était de voir qu'on était avec un client avec lequel le White Cube, il y serait. On a réussi à le réduire peut-être aux 2 dimensions du White Cube, où on a pu apporter de la couleur. Mais on a retourné cette séquence classique où on rentre par un bureau du directeur, qui est comme tous les bureaux du directeur, invitant, avec une banquette, un sound system pour jouer de la musique électronique, etc., mais qui est ouvert sur l'espace public. Ensuite, on a White Cube, et finalement le storage derrière, qui est aussi visible et ouvert, dans lequel on peut pénétrer. Ça permet, au-delà de ça, aux galeristes d'avoir un lieu qui est pas très grand, qui est 100 mètres carrés, de pouvoir faire des shows différents au lieu d'avoir juste un grand white cube dans une boîte à chaussures. Donc c'est de voir où est-ce qu'on peut attaquer le sujet. Par exemple avec la surface, c'est des scénographies, c'est de l'espace public en Espagne, c'est ce genre de choses dans lequel on peut attaquer le sujet. Il y a... Très bien. Et je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as commencé
par une phrase où tu interroges l'interrogation, tu questionnes la question. C'est une phrase qui a été lancée aussi surtout par Johnny. Et peut-être dans la pratique de Trome Nouvelle, qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ta capacité, ton pouvoir, le pouvoir de Trome Nouvelle, le pouvoir des architectes? Tu peux le prendre sur n'importe quel angle si tu veux. Quel est le pouvoir dont vous disposez pour justement déplacer le curseur, surtout auprès des clients, auprès de vos clients qui vous choisissez? Est-ce que vous vous sentez en mesure justement de les amener à bord pour les interroger, pour qu'eux ils s'interrogent peut-être? Oui. Alors j'ai plein de réponses à ça. La première, donc je suis dans ma phase Hermann Hesse, donc il y a un passage du livre où donc il fait un écrivain allemand, il fait une cure comme tous les auteurs écrivains allemands parce qu'il il est névrosé, et puis il sent que son voisin hollandais il fait beaucoup de bruit quoi, et il aime pas ça, il est névrosé, il est poète, il a besoin d'écrire. Et à un moment donné, il est là, ok, mais moi j'ai la haine pour lui, j'ai envie de le tuer. Il n'en dort plus, il ne pense qu'à une seule chose, c'est de le tuer. Et puis il prend conscience que, mais en fait, une autre manière de pouvoir résoudre ce problème, c'est de l'aimer comme un poète. Et l'aimer comme un poète, il se couche et puis il se l'imagine. Donc c'est le Hollandais, donc il est un peu grand, il a un petit cou, ok, donc ses sourcils. Et puis il l'imagine assis sur une table, tout nu, aux toilettes, dans différentes situations, et puis il se rend compte que son petit cou, en fait c'est vrai qu'il a un petit cou, et puis il commence à avoir de l'empathie, et puis se dire ah oui mais ce cou il a dû être asthmatique, petit, et voilà, et donc il y a cette empathie qui se met, et cette compréhension, et comment reprendre le contrôle sur ce qu'on pense, ou ce qu'on peut ressentir aussi d'une personne. Donc je crois qu'il y a un peu de ça. Peut-être que le client, c'est toujours ce Hollandais comme ça qui est à côté. Et donc la question, c'est comment réussir à le... Bon, venant tous les clients de sont Belgique, hollandais. je n'ai rien contre la Hollande. Hein. Non, pardon, c'était un Hollandais, ça aurait pu être plein d'autres choses. Ce voisin, en fait, voilà, ce voisin qui paraît être en meilleure santé. Mais c'est comment trouver cette forme d'empathie, cette forme d'amour, de compréhension, et surtout de se rappeler que on doit rester maître de ses propres sentiments, et on doit comprendre qu'on peut aussi inviter l'autre dans son propre monde plutôt que l'inverse. Et donc sur cette question-là, c'est un peu comme ça qu'on travaille. On a un agenda qui était clair et qui devient moins clair après 10 ans. On a commencé avec une liste de 10 projets qui nous a permis de mener des projets où en fait on a toujours, pour nous c'est un peu très clair ce qu'on veut faire. Et la question, c'est comment et avec qui, et ensuite comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, plein d'amour et d'empathie face à tous ces Hollandais. Un projet architectural, c'est une collaboration et un travail anthropologique qui se rejoint, qui se rattache à un travail d'empathie. C'est pas mal déjà, c'est un beau chantier. Marlise, tu voulais ajouter quelque chose? Alors moi je dirais, c'est vrai, il y a cette question comment on fait évoluer le client, mais moi je retournerais la chose en termes de, on est tous des jeunes architectes, on cherche de la commande, et en fait je crois que, moi mon expérience c'est plutôt comment être identifié pour que j'ai les clients que je veux qui viennent me voir et qui viennent me questionner. Et parfois le client il est un peu pudique. Il n'ose pas vous dire tout de suite pourquoi il est venu me voir. Enfin voilà, moi par exemple un projet, donc je reparlais d'espace domestique, c'est une famille qui vient me voir, donc au début c'est un couple, c'est une petite famille nucléaire, ils attendent un enfant, et puis je vais chez eux, donc c'est une famille d'origine sénégalaise, je ne sais pas pourquoi ils viennent me voir, et puis en fait je découvre que les clients c'est une famille de 3 générations. En fait c'est la grand-mère, le couple, l'autre couple, le frère, et en fait ils veulent recréer à l'échelle d'une parcelle un mode de vie qui existe dans plein d'autres pays, notamment au Sénégal, qui est le mode de vie intergénérationnel. Et je me rends compte qu'en fait ils avaient la pudeur de ne pas me dire tout de suite qu'ils n'avaient pas envie d'être jugés sur la manière dont ils veulent vivre et qu'ils veulent retrouver quelqu'un qui va peut-être comprendre ça. Et je pense la question d'être identifié, alors bon, moi c'est pas je suis noire, venez me voir les clients noirs, c'est pas ça le sujet, mais c'est de se montrer, ne pas être soi-même en tant qu'architecte. Enfin, je trouve qu'il y a rien de pire que de dire que je suis l'architecte qui est prêt à tout faire. Enfin,
Faut se dire, moi j'ai ma personnalité personnelle, mon agence a sa personnalité. Peut-être que les deux choses sont la même chose, peut-être pas, mais ne pas avoir peur, ne pas être soi-même standard en fait. Qu'il y a rien de, et c'est pas ça qui intéresse un client, qu'on soit prêt à venir les voir. Donc plutôt que soi-même, et je pense que c'est un travail hyper important et qu'on a fait à échelle 1 et que j'ai trouvé très important de définir c'est quoi soi-même, qui on est, qu'est-ce qui nous intéresse. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des questions anthropologiques notamment. D'autres, ça va être peut-être plutôt la technique, mais d'être identifié, c'est ce qui fait venir la commande qui nous intéresse. Et pas l'inverse, c'est-à-dire pas de dire oui, moi je suis un gentil architecte et je vais faire le projet que le client veut, parce qu'en fait c'est la meilleure manière de se faire rouler dessus et de finalement faire un projet qui nous plaît pas, je pense. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est ne pas avoir peur d'être l'architecte qu'on veut être. Et toi, je pense que c'est comme ça que vous avez démarré aussi. Enfin, toi aussi. Voilà. Enfin, je pense que. Je peux me permettre. Le client peut vouloir quelque chose de très bien. Hein. Enfin, c'est. Si voilà, on fait ce que tu veux, je veux ça aussi, c'est bien. Enfin, c'est. Ouais. Si tu parles, moi c'est intéressant et je trouve que c'est complémentaire ce que tu dis parce que nous c'est l'inverse. Nous on fait donnez-moi n'importe quoi s'il vous plaît, que ce soit une chiotte, un appart, une maison de luxe. On veut prendre tout, on est un peu glouton et l'idée c'est aussi qu'en prenant tout, essayer dans certains endroits, encore une fois, voir où est-ce qu'on peut insérer certains sujets. Parfois ça peut être de manière très frontale quand on fait une scénographie pour les JO paralympiques, donc là c'est assez évident. Mais quand on fait une boutique digitale pour Louis Vuitton aussi, comment on peut insérer ces sujets, comment on peut justement être infiltré et faire infuser certains sujets qu'on ne mettrait pas autre part. Quand on a fait les showrooms pour une marque de luxe comme Chloé, je pense avoir réussi de manière homéopathique avoir fait passer quelques petits sujets dans ce qu'on présente. Bon, je vais rebondir à ce que vous venez de dire, Marlys et Ariel. C'est une notion de pouvoir, c'est une notion de puissance qui ensuite permettre également d'être force de proposition. Et il y a plein, enfin, on va le dire, on est des minorités qui sont ici des minorités, mais dans le monde, pas sûr. Hein. Et il y a plein de minorités qui ont le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que les archis, qui sont souvent minoritaires, dans un groupement qui fait le projet, qui est en lien avec un client, qui a déjà peut-être cristallisé son cahier des charges, quelle est la marge de manœuvre même pour exercer en tant que jeune architecte, jeune agence d'architecture, pour renverser la tendance, est-ce qu'on soit casé, soit le gentil bonhomme qui dit « Ok, oui, je vous fais ça » et il y aura 1000 scénarios qui en émergent. Est-ce qu'il y a une transformation qui puisse déjà commencer dans notre pratique? Est-ce que vous avez déjà expérimenté cela? Myriam, voilà. Non, je veux répondre à cette question parce je pense que la question d'un rapport de pouvoir défavorable, elle est juste centrale dans la pratique de notre discipline. Tout le dispositif échelle 1, il est notamment basé sur le fait de nous faire prendre conscience de ces dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre. Elles peuvent être politiques, beaucoup économiques, normatives, etc. Et je pense qu'en réalité, dès lors qu'on s'inscrit dans une démarche qu'on va qualifier de militante à défaut d'un autre terme, en fait, on s'engage déjà dans ce que j'appellerais une forme de pas de côté, ce qui signifie qu'on va chercher à faire appel à d'autres types d'outils. Moi, il y a très rapidement quelque chose que j'ai mis à la poubelle, c'est le mythe de la méritocratie en architecture. Très rapidement, on se rend compte aussi que moi, quand on a démarré en fait notre activité, on se disait il faut qu'on ait le meilleur projet pour gagner, il faut qu'on ait le meilleur projet pour obtenir un projet, et il n'y a que ça qui compte, et il n'y a que comme ça qu'on va grandir. On est formé pour aussi. On est formé pour. Mais c'est très important, je pense, et on fait du projet aussi en comprenant les dynamiques de pouvoir, qui s'entend avec qui peut pas se saquer, qui doit des faveurs à qui, et là on rentre en fait concrètement dans une forme de politique, mais à force de
de prendre des déconvenus, mais aussi de réaliser que des fois on a gagné un projet en sachant qu'on n'avait pas le meilleur projet, mais en sachant qu'on rentrait ou en tout cas en comprenant a posteriori qu'on rentrait dans un objectif politique qui était annoncé, ou plus ou moins annoncé. Tu as compris le système. Pas complètement. Je pense que de d'accord. toute façon, c'est une lutte de tous les jours de comprendre ce qui se passe. Et de la même manière, on a perdu des concours. On estimait avoir le meilleur projet pour des raisons qui allaient bien au-delà en fait de la question architecturale, spatiale et de la qualité des aménagements, ou même de la qualité d'engagement tels que c'est des démarches inclusives ou autres. Et donc, moi, mon conseil en réalité aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de soit s'entourer, et là je pars du principe que ici il y a pas mal de gens qui soit sont déjà passés par le dispositif échelle 1, soit cherchent à le rejoindre. Mais s'il y a bien un truc moi que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut s'entourer de personnes qui ne sont pas architectes ou qui sont des architectes qui se sont éloignés aussi de cette discipline pour pratiquer de différentes manières. C'est des gens comme toi, Mathieu, en fait. Des gens comme toi, des gens qui savent aussi naviguer des échanges avec des maîtrises d'ouvrage, avec des assistances à la maîtrise d'ouvrage, comprendre à l'échelle de la ville. Alors évidemment, il y a un maire, il y a un élu à l'urbanisme, mais des fois, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est plutôt les services techniques qui, en réalité, tiennent le pouvoir dans cette ville spécifiquement, dans cette mairie. Et tout ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est une espèce de tapisserie extrêmement fine et complexe, mais c'est du travail. C'est du travail. Ou l'entrepreneur, enfin, de grosses boîtes qui a tant d'emplois dans cette ville. Faut lui plaire. Hein. Oui, et puis, enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'agences d'archi qui l'ont compris et qui embauchent des personnes dont le métier est de faire du développement. Nous, petites agences, on n'a pas les moyens de se payer un représentant ou une représentante commerciale. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut aussi apprendre ces outils-là et arriver à faire un peu tout en même temps. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que des fois, on va sacrifier du temps passé sur du dessin, sur du projet, pour prendre rendez-vous avec telle ou telle personne et faire en sorte aussi de se visibiliser, de visibiliser la démarche, mais surtout de faire de la pédagogie sur le fait que cette démarche, elle a sa place dans la maîtrise d'œuvre, elle est légitime, mais c'est une plus-value, c'est quelque chose, il faut arriver à passer de la recherche, de la théorie, à quelque chose qui est aussi un argument commercial. Et ça marche pas à tous les coups, mais nous, on a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire passer, qu'on a réussi à convaincre un certain nombre de maîtrises d'ouvrage publiques et privées qui, aujourd'hui, vont travailler avec nous spécifiquement pour cette démarche. Donc, c'est un argument commercial aussi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est une opportunité. Enfin, je vais faire un petit virage, mais d'abord, je dois préciser, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, que NewStart a fait partie des promotions échelle 1, année 2017-2018, c'est ça? Ouais, ok, très bien. Petit virage vers la formation, puisque tout ce qu'on est en train de dire, ça prend forme déjà lorsqu'on est à l'école. Et ça s'infuse. On se demande, ok, on fait ça et comment? Et ok, c'est comme ça que je vais ensuite prendre crayon, dessiner, apprendre, manipuler ce logiciel et ensuite mettre tout ça en musique avec les autres faiseurs du projet. Et il y a plusieurs d'entre vous qui enseignent ou qui font partie des jurys, qui observent, qui ont des amis, qui enseignent un peu partout, pas qu'en France. Et peut-être, je sais pas, on peut éventuellement se limiter à l'échelle européenne. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous observez en termes de pratique, en termes d'interrogation éventuellement, si ça existe même, dans les écoles, au niveau du standard, au niveau des normes architecturales. Est-ce qu'il y a déjà un référencement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se débattre ou voilà. Johnny? Ouais, pareil, plein de choses à dire. Donc, moi, j'enseigne là dans 2 écoles, dans une école d'architecture en première année et à Bruxelles, à la Cambre, et dans une école d'art en master, dans un atelier qui s'appelle Design et politique du multiple. Je suis pas sûr de ce qu'on fait, mais voilà, ils m'ont moi pour... mais on s'amuse beaucoup. Et en fait, sur la question, donc, par rapport à ton intervention, la réflexion que je me suis faite, c'est, enfin oui, c'est évident qu'il faut qu'on
en fait, qu'on déplace les architectes de la forme et de l'objet. Parce qu'on nous a maintenus dans cette obsession de vous êtes là pour faire de la forme, de l'objet, pour regardez pas trop le reste, d'accord ? Trouvez-nous les bonnes surfaces. Et en fait, non. Il faudrait qu'on arrête de parler de forme, qu'on arrête de regarder, pour plutôt traiter de ce qui est invisible. Et puis invisibiliser. Oui. Et après, en revenant en première année, et puis il y a encore cette comme vous, je suis architecte, la forme, quoi. En première année, il y a malgré tout la question juste très, très basique un des outils qu'on a, c'est l'échelle des choses. Donner à comprendre que ce n'est pas ni petit ni grand, mais c'est quelle est l'échelle et ses rapports de proportion. Ça a juste place. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est contradictoire, mais en même temps, je pense que ça, c'est la pratique architecturale, c'est comment réussir à allier l'échelle des choses et puis l'invisible. Et donc, pour l'instant, il y a plein de questions qui sont jetées, genre en première année, il doit faire une planche biodiversité. Bon, pas mes élèves, c'est pas... Voilà. Parce que je crois que ça a plutôt été intégré et dans les questions qu'ils et elles se sont posées, comment faire un projet, c'est quoi les éléments, et ensuite, quelle échelle ça trouve, plutôt qu'une planche à côté. Et donc, je pense que c'est en train de changer. Mais la marge au centre. Ouais. Pardon. Bien trouvé. Hein. Mais ouais, peut-être que si juste le dernier mot, sinon je vais être trop long sur ça. Mais ce qui est intéressant dans l'école d'art, c'est que il y a uniquement 30% des élèves qui vont travailler dans un job qui est en lien avec ce qu'ils ont appris de près ou de loin. Donc, ce qui fait que quand ils arrivent et les projets qu'on mène, il n'y a pas quelque chose qui les attend à la fin. En école d'architecture, tous les élèves ont l'impression que, en fait, il y a un poste qui les attend. On attend quelque chose des architectes. Ce qui est une erreur cruciale, parce qu'on n'a jamais rien attendu des architectes. Et, pardon. Je vais finir sur ça. C'est bien. Oui, Myriam, toi, tu enseignes dans plusieurs écoles. Oui, alors et en effet, je vais aussi fonctionner par comparaison, parce que je pense que là encore, ça nous donne des indications hyper importantes sur le système dans lequel on évolue. Et là, en l'occurrence, comparer peut-être ce qui se passe en France à ce qui va se passer, par exemple, en Angleterre. Donc, aujourd'hui, j'enseigne à l'ENSA Paris-Malaquais, qui est engagé depuis quelques années sur une réflexion un peu liée au parcours, ce qui s'est passé depuis la HMO, c'est qu'il y a quand même cette question de l'économie qui est rentrée progressivement dans les écoles. Et on s'est plus ou moins progressivement rendu compte qu'il fallait à un moment donné sensibiliser, en tout cas informer les étudiants et étudiantes avant la HMO de ce qui les attendait vraiment en fait au final. Donc il y a une mise en place aujourd'hui d'une chaire économie à Tu veux dire de l'autre côté de la porte, une fois qu'ils sortent de l'école? Oui, une fois qu'ils sortent de l'école. Ou avant, s'ils font des stages ou des jobs étudiants. Mais en tout cas, il y a une chaire économie qui a été créée pour essayer, de donner des outils aux étudiantes et étudiants pour comprendre comment est-ce qu'on monte un projet immobilier aussi. C'est-à-dire que je me suis beaucoup pris la tête avec des promoteurs immobiliers, mais leur métier n'est pas simple non plus. Donc en fait, il y a énormément de choses qui pourraient être peut-être apaisées si on comprenait un peu mieux les choses auxquelles on fait face les uns et les autres, et sortir un peu de cette confrontation permanente. Un travail d'empathie. Oui, on peut travailler ensemble. Et heureusement, on trouve des gens super avec qui faire ce travail-là. Mais toujours est-il que d'expliquer, en fait, d'ailleurs, que ce soit pour un projet public, comment est-ce qu'on monte un budget, qu'est-ce qui rentre en jeu, en fait, aussi, dans le fait d'aller chercher des financements, quels sont les mécanismes sur lesquels on va jouer, et sur des opérations privées, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Après, il y a d'autres sujets qu'on n'arrive pas encore à mettre sur la table. Et là, je vais donner plutôt l'exemple du Royal College of Art, donc là où j'enseigne à Londres, exactement, où on a monté un master qui s'intitule Afterlives, donc en gros les demi-vies, ce qui reste pendant des siècles potentiellement après un événement nucléaire. Mais le sujet de ce master, c'est un sujet qui en réalité est très présent aujourd'hui dans les écoles françaises, qui est la question du développement durable, de l'écologie. Mais ici, plus spécifiquement, c'est un travail sur l'extractivisme dans le continuum postcolonial.
Et ça, c'est absolument fondamental. Ça permet aussi de repositionner la question de la construction durable dans sa composante politique. On ne peut pas désincarner en fait ces enjeux-là, notamment quand aujourd'hui de plus en plus on regarde des architectures vernaculaires. Et on va aller référencer en fait des architectures vernaculaires, notamment issues des Suds, notamment issues de cultures constructives qui ont été détruites ou profondément sinistrées, notamment par des opérations des entreprises coloniales. C'est fondamental, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on s'intéresse un peu aux dynamiques dans lesquelles on est, et quand je parle de continuum colonial, je veux dire la France a littéralement décrété un état d'urgence en Kanaki hier. On existe encore en fait dans ce système-là. Ça veut dire que les systèmes constructifs et les cultures constructives dans lesquelles on est s'inscrivent aussi dans cette dynamique. Je pense que c'est très très important en fait de prendre ça en compte, de sortir là encore de la même façon que le féminisme peut être mis au service de politiques nationalistes et racistes. L'écologie peut aussi être utilisée de cette manière-là. Il y a plein d'exemples, on peut en parler après la conférence pour pas. Deuxième débat, voilà. Qui veut parler? Oui, Marlise. Alors oui, pour l'enseignement, donc moi j'enseigne à l'école spéciale d'architecture en construction, et bon, ce qui est bien avec construction, c'est qu'on peut vraiment mettre un peu tout ce qu'on veut dedans, donc moi j'ai fait une formation ingénieur et architecte. Tu es architecte, ingénieur. Je suis architecte et je suis aussi ingénieur, et donc j'ai eu cette formation dans une école d'ingénieurs où pour le coup c'est vrai que les dynamiques très tôt en fait on est sensibilisé aux dynamiques économiques du monde de la construction, parce qu'en fait les écoles sont sponsorisées par pour le coup des majors de la construction. Et assez rapidement, en fait, on est sociabilisé dans le monde du BTP, et je vois que, par exemple, pour certains architectes, c'est un choc de se mettre de se confronter à ce monde du BTP dans lequel nous on a été socialisés dès le début de l'école. Moi, j'essaie d'amener cette culture. Alors, bon, c'est pas l'idée d'amener la culture de l'école d'ingénieur en école d'archi, même si je pense qu'à un moment il faudra réunir en France quand même ces formations, ne serait-ce que pour qu'on évolue tous dans le même milieu culturel constructif. Voilà. Et donc quand on fait un cours de construction en deuxième année, c'est vrai que on est très vite dans la question de la matière. On essaie de poser la question de son extraction, de son territoire, de là d'où elle vient, mais on essaie toujours de garder, comme tu disais, l'échelle entre l'architecture, c'est la rencontre entre en fait la matière, un territoire qui est issu d'un territoire, et un usage. Et en fait, l'usage et la manière dont on construit les choses, on essaie de sensibiliser les étudiants à ça. Mais c'est extrêmement abstrait, parce que finalement, on n'est pas les seuls à dispenser de la connaissance en école d'architecture, et c'est pas toujours l'orientation du cours de projet qui est quand même très prégnant dans les écoles d'architecture, où en gros le prof de projet donne une orientation, et ensuite les étudiants font quelque chose parfois qui est totalement aveugle à des logiques locales de matériaux, d'extraction, etc. Donc c'est vrai que on essaie d'amener le sujet pour que les étudiants se rendent compte de ça. Moi, je pense que ça change un peu, je le vois en tout cas à l'ENSA Paris-Est, la possibilité en master de faire de l'alternance, de commencer à travailler, mais je pense qu'on a vraiment besoin de professionnaliser très tôt et de socialiser très tôt les étudiants en architecture au monde du BTP et de la construction, et plus largement en fait qui est le monde politique, qui est très brutal en fait, aujourd'hui, qui est un peu brutal, moi je pense, et que aller voir un élu, aller voir un major de la construction, il suffit pas d'aller le voir comme tu dis avec un joli projet, le meilleur projet. Il y a des dynamiques politiques qui entrent en jeu. Je fais un peu une grosse digression, mais voilà, je pense que vraiment on a. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait échelle 1. Moi, je pense que toutes les personnes qui ont fait échelle 1, on avait besoin de retrouver, de se resensibiliser en fait à ce qu'est le monde de la construction aujourd'hui. Ouais, moi j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'a dit Johnny. Tu dis la forme, se décaler, sortir la forme. Dans les écoles où on nous apprend la forme. Je suis absolument pas d'accord là-dessus, et je pense que justement la forme c'est la clé. C'est extrêmement important la forme. Je sais pas comment on peut donner un exemple ici. Ce qu'on fait là, ça s'appelle une table ronde, mais c'est pas une table ronde, c'est 2 petites tables carrées. Et on est en ligne, en randonnion, on vous parle. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup les uns après les autres.
potentiellement, si c'était une table ronde, on serait face à face et ça se rentrerait peut-être plus une conversation. Ça sonne comme un reproche, c'en est pas un, c'est juste un fait. Si on était assis sur le bar, on vous parlerait différemment. Si ces chaises n'avaient pas de dossier, vous seriez assis comme ça, peut-être que vous écouteriez avec plus d'attention. La forme, c'est vraiment la clé, et surtout c'est en transformant la forme qu'on peut aussi transformer les usages et faire des choses différentes. Et pour en revenir un peu au sujet de l'enseignement, moi personnellement j'ai enseigné, je cherche à m'y remettre. Donc je suis parfois invité à candidater, à postuler à des postes d'enseignants. Aussi je fais un peu de veille là-dessus. Et c'est pas 95%, pas 90%, 100% des postes qui sont ouverts et que je vois, c'est sur le thème de la matière et de la construction. Nouvelles techniques de construction, nouvelles matières, les nouveaux matériaux, la terre, le pisé, le bois. Moi j'ai l'impression que ici on parle, mais tu t'as dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir un atout commercial pour certaines candidatures. J'en doute. J'ai l'impression qu'on est un peu passé de mode ou qu'il y a quelque chose qui est un peu invisibilisé, surtout en France, où devenir architecte, ça n'est quasi plus qu'un métier de constructeur. On ne parle plus que de matière et de matériaux. Ce qui est important dans un bâtiment, c'est en quoi il est construit. Est-ce qu'il est en bois? Est-ce qu'il n'est pas en bois? Est-ce qu'il est en pisé? Est-ce qu'il est en béton recyclé? L'espace, on n'en parle pas. Et au-delà du fait que, bien entendu, c'est intéressant, c'est un sujet essentiel et qu'on rattrape un retard qu'on a pris sur le développement durable, etc. Mais en rattrapant ce retard, on se détourne de l'espace et donc de l'architecture et de la forme et on crée un nouveau retard qui va être énorme. Qu'est-ce qui se passe dans un logement? Qu'est-ce que c'est qu'une famille recomposée? Qu'est-ce que c'est qu'une famille avec des parents du même sexe ou pas? C'est des choses, je sais pas, mais là-dessus, pour le coup, on n'a pas l'occasion vraiment d'y réfléchir parce que cette voie-là parle pas. Et je pense que c'est à travers la forme et c'est en réfléchissant sur la forme et en attaquant la forme qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Vas-y, Je Johnny. peux me permettre de réagir à... Donc, je suis content que tu sois pas d'accord. Parce que c'est justement pour ça qu'il faut peut-être qu'on arrête de parler de forme. Parce que... et donc après, je veux citer l'exemple de... Donc tu es en cours de projet, et ces élèves, et puis tu es là quand même, oui, comment ça s'exprime à travers la forme. Mais le sujet, c'est pas la forme. Le sujet, c'est oui, quelle table ronde on a, de quoi est-ce qu'on parle aussi. Et je pense que je partage aussi ton oui, mais non, mais ça passe par la forme. Mais en fait, c'est comme ça que très souvent on se fait piéger. Et c'est comme ça qu'une histoire des architectes qui sont... Mais c'est la forme qui est la solution. Mais en fait, pas vraiment, quoi. Moi, je parle pas de solution, au contraire. C'est comment... Encore par exemple, si on parle d'une table ronde, une table qui est ronde. Si la table est ronde, mais que tu viens creuser un espace au milieu, donc ce qui fait qu'il y aura une des personnes qui sera au milieu. J'en sais rien. Là, je parle en expérimentant avec et voir comment ça peut créer des usages. Okay, l'idée, c'est comment l'attaquer, cette forme, justement, qui elle est qu'on peut considérer comme un paradigme. Une chaise, c'est 4 pieds, un dossier, un truc. Comment, en attaquant ça, on peut arriver à faire des choses différentes? C'est une sorte de norme. Il y a des stratégies, c'est que tu peux attaquer le sujet d'un côté ou de l'autre, quoi. Et donc, je vais juste ajouter ça. Juste après, un dernier mot, ouais. Très content que tu sois pas d'accord. Donc j'ai touché quelque chose. Ok, donc la forme. Bon, une table ronde. Est-ce que la table doit être ronde ou elle doit être carrée? Mais en fait, ok, cette table ronde, elle est pourquoi? Est-ce qu'on est un rassemblement d'extrême droite? D'accord? Qui finance cet endroit? Ça, c'est les moments les plus importants. Et en fait, avant de commencer à penser à la forme, en tant qu'architecte, on devrait commencer à penser à c'est quoi la question à qui je m'adresse, qui est derrière ça. Le fond. Et le fond. Et c'est là qu'on doit déplacer notre énergie. Et je sais que c'est dur. Et j'adore la forme. Ah oui. J'adore les cercles aussi. On fait beaucoup de cercles. Ah oui. Dans cette table ronde, en fait, il n'y a pas de table. Il y a deux tables. Deux tables linéaires, voilà. Myriam, tu voulais dire un truc ou non? Non, je pense qu'en réalité, vous êtes d'accord. C'est juste qu'il s'agit de qu'est-ce que tu mobilises à quel moment. Mais en réalité. On a une toute dernière question. J'ai J'ai une toute dernière question à vous poser et après on peut poursuivre le débat qui est en train de se naître ici, ce qui est génial. J'ai fait exprès de poser des questions sur la formation, sur l'enseignement, surtout pour les tout petits, pour les plus jeunes, parce que ça part de sensibilisation. Et bon, je vais maintenant élargir le spectre en demandant, il faut faire de la sensibilisation auprès de qui, quand, comment, quelles sont les choses par lesquelles on peut commencer. On a notre quotidien, on cesse de rêver.
Mais on peut aussi faire de la pédagogie, de la sensibilisation pour justement encourager, promouvoir, valoriser les pratiques qui interrogent cette norme, qui essaient de remettre les choses qui sont souvent marginalisées sans qu'on en ait conscience peut-être, de les inviter, les faiseurs, les personnes, à peut-être remettre tout ça au centre, ou en tout cas le décaler un tout petit peu. Donc quelle est la sensibilisation à faire, auprès de qui, quand, quel moment? Je vais vous laisser décider qui veut répondre à cette dernière question. Myriam. Je suis un peu fatiguée ce matin, donc la première réponse, ça serait que les gens se sensibilisent tout seuls. Hein, les informations sont là, elles existent, elles sont accessibles. Mais après, sérieusement, pour pouvoir avancer, on est quand même obligé de travailler à identifier où est-ce que ça bloque et du coup où est-ce qu'il faut venir viler et agir. Donc déjà, moi, il y a un constat, c'est que les maîtrises d'ouvrage avec lesquelles ça se passe le mieux sont généralement celles qui sont formées, spécialisées. Ça veut dire que même avec une petite ville, avec des élus charmants, ça peut très mal se passer parce que c'est des villes qui n'ont pas forcément les outils ou l'habitude de réaliser des opérations de grande ampleur. Donc voilà. Et un projet, ça veut dire des problèmes. Et donc il y a toujours des problèmes. Donc il faut savoir faire face à ça. Donc à mon avis, il y a un travail déjà auprès des collectivités. Et je fais pas référence à Paris et à la première couronne, mais dès qu'on sort en fait de cette première couronne, même si d'ailleurs déjà dans cette première couronne évidemment en fonction des villes, il y a aussi des tendances politiques un peu différentes. Mais je pense que c'est quelque chose moi qui me faisait horreur, mais aller comprendre quelles sont les habitudes de la ville, pas juste les vœux du maire, mais aussi un exemple, un petit tuyau, si vous voulez rencontrer les gens de la ville de Saint-Ouen, allez au Red Star les vendredis en fin de journée. Il y a les matchs de foot, c'est toute une sociabilité en fait de politiques, mais aussi d'entrepreneurs qui travaillent sur un territoire, qui vont généralement d'une ville à l'autre avoir des habitudes, et il faut comprendre où elles se trouvent pour pouvoir s'y rendre et rentrer en fait. Je pense que c'est des effets de réseau. Évidemment, il y a la question de l'enseignement. Moi, je pense pas que le problème soit situé au niveau des écoles d'architecture ou en réalité de la formation des jeunes architectes. Je pense qu'au contraire, on a une génération qui est extrêmement engagée et très en prise avec les complexités du monde, et que ce soit des enjeux de la crise climatique aux crises politiques qu'on traverse, mais c'est plutôt en fait les échelles décisionnaires. Des architectes qui travaillent aussi du côté des maîtrises d'ouvrage, ça fait souvent des projets qui se passent mieux, pas systématiquement, mais souvent. Moi, j'encourage aussi beaucoup notamment mes étudiants et étudiantes à pas hésiter à faire des stages du côté des maîtrises d'ouvrage. Ça ne les condamne pas à aller travailler en maîtrise d'ouvrage ou pour des collectivités à terme, mais ça permet de comprendre aussi comment on fait du projet avec un cahier des charges, avec toute une infrastructure politique et humaine à mettre en place pour permettre l'émergence du bon projet. Ce que j'aime bien, ce que tu viens de dire, c'est, tu m'as fait un rappel, je te remercie, c'est il y a une notion de empowerment. C'est, oui, on va pas porter cette charge tout seul. C'est pas à moi, c'est pas à nous, c'est pas à vous de sensibiliser le monde. Mais si on veut être empowered, on veut s'engager, on veut s'y investir. Bon, c'est notre décision. Et du coup, si vous décidez de le faire, de sensibiliser, du coup, c'est auprès de qui, quand, comment, etc. Donc, je tourne les questions différemment parce que c'était un bon rappel. Oui, vas-y, Johnny. Pareil, plein de choses, mais je vais commencer par... Donc hier, j'étais à une commission de recrutement à l'ERG, dans cette école d'art, pour un nouveau poste, comme assistant dans mon poste. Et donc il y a eu une candidature reçue d'un Français qui est au Brésil. Dans sa candidature, il y avait toute une série de références brésiliennes fascinantes, voilà ce qu'ils font hyper bien. À côté le CV, il y avait Spotify, des grands acteurs commerciaux, mais pourquoi pas? Puis dans la discussion, il y a eu cette question fondamentale qui n'apparaissait pas du tout. Mais c'est quoi? Comment tu lis les deux? Comment est-ce que dans ta pratique, toutes ces références-là s'incarnent? Et pas de réponse. Et en fait, c'est là que ça m'a paru assez important de comprendre que par le projet aussi, la question de comment un projet peut incarner en fait toute une série d'autres problématiques, je pense que la tâche, elle est là.
Donc c'est un travail de sensibilisation par les productions qu'on fait, les formes qu'on fait, qui les amènent. Le deuxième, un autre projet dont je vais pas parler maintenant, mais Covid. Covid n'était pas le projet, donc dans le cadre du Covid, au début. Donc on parlait du pommier, donc des premières pommes qui seraient au Kazakhstan. Donc aujourd'hui, on aurait encore les pommes originelles qui seraient au Kazakhstan, qui seraient pas forcément meilleures, mais bon, elles sont au Kazakhstan, qui sont aujourd'hui en train de disparaître avec l'industrialisation, avec le changement climatique. Donc il y a la question qui se pose, c'est quoi faire de cette pomme? Et en fait, en discutant avec différents botanistes, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est prendre ces pommes, ces graines, oublier cette idée d'une arche quelque part, mais les mettre au plus d'endroits possibles à travers le monde, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le futur est complètement imprédictible, mais de s'assurer qu'il y aura un espace plus tard où la situation, le climat, sera à même de pouvoir supporter cette pomme-là. Et je crois que le travail aujourd'hui, fondamentalement, le travail de pédagogie, de sensibilisation, c'est de s'assurer qu'on ait assez de récits disponibles à différents endroits, aux endroits où on ne s'y attend pas juste les écoles, partout. Et pas pour maintenant, pas pour tout de suite, parce que tout de suite c'est foutu, mais c'est pour le demain, pour que ce soit plus facile. Peut-être. Très beau. Merci. Quelqu'un veut rajouter un dernier mot? Je crois que tout le sens de cette table ronde, et je vous remercie tous d'avoir été là, mais c'est de simplement dire qu'en fait, notre métier, notre action, tout ce qu'on fait, c'est politique, et à toutes les strates de ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire le projet en lui-même, les personnes avec qui on travaille, les choses qu'on a à dire. Enfin, hier soir, par exemple, il y a eu une table ronde, on a parlé des jeunes architectes et la commande. Et en fait, sur plein de sujets, les architectes ont des réponses, mais il y a juste à se faire entendre, en fait, voilà. Et je pense que c'était un peu le sens de cette table ronde. Voilà. Bien sûr. On a le temps pour une question, si vous en avez, qui vient du public. Oui. Parce que quand je vous entendais parler et de la question des limites politiques, d'essayer de faire infuser des choses auprès des personnes pour qui vous travaillez, je me suis demandé si, par cette intervention, nous, en tant qu'architectes, ou vous, ça serait pas intéressant justement d'avoir plus de place dans la question de la programmation, en fait. Des projets. Aujourd'hui, on reçoit un programme et on nous dit bon, faut faire ci, ça, ça. Alors des fois, on essaye de faire des. Comment vous avez dit? Je cherche mes mots. Désolée. Déplacer le curseur de ces programmes, mais peut-être, en fait, faudrait-il les écrire. Voilà. Justement, on s'est retrouvé à faire de l'AMO programmation par la force des choses pour essayer de répondre à ça. Mais c'est très difficile en tant qu'architecte d'arriver à choper ces missions. Ça marche surtout avec tous les trucs réinventer Paris, réinventer la planète entière. Mais ça, c'est vachement bien en fait comme dispositif aussi pour questionner la manière dont ces programmes sont construits et dont ces projets peuvent se faire, parce que tout est à faire. Il y a aussi quelques lieux et quelques places où ça peut arriver. Il y a des gens très intéressants, comme Matthew, qui font de la curation de projets, c'est-à-dire qu'ils construisent des projets. Et à partir du moment, c'est aussi comment, en réunissant une certaine équipe, voire même quand il y a un lieu où on doit amener un investisseur et un sujet, comment on peut amener un sujet intéressant ou comment ce sujet permet de ramener des sujets satellites qui eux-mêmes peuvent répondre à ces projets. Donc, en fait, je crois que le grand sujet, c'est aussi que les architectes, comme tu dis, on aille dans l'AMO, qu'on quitte un peu ce truc de on adore faire la maîtrise d'œuvre, on est tous maîtres d'œuvre, mais en fait, on a besoin de créer des alliances avec toi, Mathieu, par exemple, avec vous, New South, qui faites de l'AMO programmation. On a besoin de faire de l'alliance. Bon, je dis ça, mais moi, je fais de la maîtrise d'œuvre. Et les architectes ont plein d'idées et oui. Ils savent faire. On sait faire. Vas-y, il faut qu'on se mobilise. Oui. Tout à fait. Et alors, je pense que c'est important de rappeler qu'en tant qu'architecte, on sait
vraiment, c'est pas grand-chose. On sait juste suffisamment pour pouvoir parler avec beaucoup de gens et beaucoup d'acteurs. Et qu'en fait, et en fait, je me posais la question, est-ce qu'on n'est pas la profession qui parle au plus d'acteurs, en fait? On doit parler, donc ce robinet, et puis aller parler aux citoyens. Et en fait, cette question de la programmation, oui, en fait, la réintégrer dans la pratique de l'architecture. Donc oui, non, je ne suis pas programmateur comme je ne suis pas plombier. Mais c'est avec ça que je dois composer un projet. Et je pense que c'est... Ouais. Super. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je remercie également nos 4 chers intervenants. Bravo, bravo. Merci d'avoir tenu la première séance matinale de cette deuxième journée du Festival Échelle 1. À tout à l'heure. Voilà.